passé, j'allais dire studieusement ces derniers jours du Ramadan. On se retrouve pour une autre séance qui porte donc sur le droit commercial. Comme j'ai pu le communiquer à votre délégué, je vous ai envoyé un répertoire de questions. Alors, à quoi sert ce répertoire? En fait, c'est une aide, c'est un soutien pour vous aider un petit peu à repérer les aspects les plus importants à maîtriser dans le cours. Et en même temps, c'est un test pour vous, pour tester finalement vos connaissances, pour être sûr que vous maîtrisez les parties que vous révisez. Donc, ce répertoire de questions, je vous conseille de ne commencer à le traiter qu'une fois que vous allez pouvoir avancer de manière significative dans vos révisions. Et puis, ce que j'ai proposé également à votre délégué, c'est qu'on puisse, dans le cadre de séances de travaux dirigés, qu'on puisse, une fois que vous allez, encore une fois, avancer significativement dans vos révisions, qu'on puisse donc échanger autour de ces questions pour les personnes pour lesquelles il y a des choses qui paraissent un petit peu compliquées en ce qui concerne donc les questions que je vous ai communiquées. Alors, aujourd'hui, on va continuer donc à aborder ensemble le fonds de commerce. Alors, vous m'excusez 2 minutes, le temps de mettre en silencieux mon portable et je suis à vous. Désolée pour cette interruption. Donc, comme je vous disais, on va continuer donc sur notre lancée, c'est-à-dire à étudier le fonds de commerce. Donc, comme on a pu l'observer ensemble, le fonds de commerce, c'est la propriété la plus importante du commerçant. Pourquoi? C'est parce que c'est grâce et à cause du fonds de commerce qu'il arrive à rallier, à attirer la clientèle et donc à exercer une activité lucrative. Parce que le but du commerçant, bien évidemment, c'est de réaliser un bénéfice, de réaliser un profit, quelle que soit l'activité d'ailleurs qu'il a choisie. Et c'est ce profit qui lui permettra donc de vivre et de réaliser donc une activité lucrative. Le fonds de commerce est tellement important qu'au fur et à mesure de son organisation par le législateur, par les législateurs, donc tous les législateurs dans les différents systèmes juridiques organisent un régime particulier dédié au fonds de commerce. Alors, cette propriété est devenue tellement importante qu'elle est venue concurrencer la propriété des murs. D'accord? Donc, on a ici une situation juridique tout à fait inédite où vous avez un droit ou des droits immobiliers qui sont concurrencés par un droit mobilier. Parce que comme on a pu le voir, le fonds de commerce est un bien meuble. Et donc, le code de commerce le définit comme étant un bien meuble, un bien mobilier. Or, vous le savez sans doute, les droits immobiliers sont considérés comme ayant plus de force juridique, plus de valeur pécuniaire financière que les droits simplement mobiliers. D'accord? Or, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une situation où un simple bien meuble, le fonds de commerce, va venir concurrencer les droits relatifs à un bien immeuble. Je vous ai donné la dernière fois donc l'exemple d'un propriétaire d'immeuble, d'un propriétaire d'une galerie, donc propriétaire des murs, donc il a des droits immobiliers. Par rapport, il a face à lui un commerçant à qui il a loué un magasin, un des locaux, et que donc ce commerçant exploite pour exercer son activité commerciale. Au final, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc ce propriétaire de l'immeuble qui ne pourra pas disposer de son immeuble et de son local commercial comme il l'entend. C'est-à-dire que si demain, il a envie de rénover son immeuble, de changer l'affectation de ses locaux commerciaux, il ne peut pas le faire, à moins que le commerçant soit indemnisé par rapport à l'éviction du local qu'il exploite. Donc ici, je suis propriétaire d'un immeuble, donc d'un local que j'ai donné en tant que local commercial à un commerçant par rapport à un contrat de bail qu'on a établi ensemble. Je ne peux pas demain expulser le commerçant.
à moins de respecter des conditions qui sont extrêmement strictes et d'indemniser en particulier le commerçant d'une manière qui peut coûter très cher au propriétaire de l'immeuble. Et tout ça, on va le voir de manière détaillée, donc dans le cours qu'on se propose de faire aujourd'hui. Alors, mais avant d'arriver au droit au bail, qui constitue l'un des éléments du fonds de commerce, parce que comme je vous l'ai dit, et je reviens sur cette définition très importante, d'ailleurs je vais prendre mon code de commerce pour pouvoir encore une fois donc consulter, voilà, je cherchais mon code de commerce. Donc, comme on l'a vu dans l'introduction relative au fonds de commerce, donc le législateur définit le fonds de commerce. Il le définit comme étant un bien meuble. D'accord? Et ce bien meuble, il est défini par les juristes comme une unité, une universalité. Et je vous demanderai de retenir ces termes parce que c'est des termes juridiques qui sont spécifiques au fonds de commerce. D'accord? Pourquoi on utilise ce terme d'unité, d'universalité? Parce que le fonds de commerce est un ensemble d'éléments, d'accord, qui ont des natures différentes, mais qui vont être rassemblés dans un sac commun, dans un ensemble commun, qui est l'ensemble représenté par le fonds de commerce. D'accord? Donc, c'est une universalité, une union de plusieurs éléments. Chacun de ces éléments va avoir une nature et une définition différente. Donc, le premier élément du fonds de commerce, c'est la clientèle. D'accord? Et on a vu, d'ailleurs l'article 80 le précise très clairement, on a vu que la clientèle est un élément obligatoire, nécessaire, inévitable du fonds de commerce. D'accord? Donc, que nous dit l'article 80? Je vais vous le relire, le premier alinéa. Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage. Alors déjà, donc on est en train, encore une fois, je vous rappelle, de traiter et de connaître ensemble les éléments du fonds de commerce. Alors, dans ce large groupe relatif aux éléments du fonds de commerce, il y a des éléments incorporels, c'est-à-dire immatériels, et puis également des éléments corporels, c'est-à-dire matériels. Les éléments qui ont le plus de valeur, ce sont les éléments incorporels. Et c'est pour ça qu'on va commencer d'abord par les étudier ensemble. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le législateur définit le fonds de commerce comme un bien meuble incorporel et non pas un bien meuble corporel. Pourquoi? Parce que les éléments qui ont le plus de valeur sont des éléments de nature incorporelle. Donc la nature incorporelle prend le dessus sur la nature corporelle du fonds de commerce. Bien, donc on commence donc par aborder le premier élément incorporel, la clientèle et l'achalandage. Première information, ou peut-être première question à se poser, quelle est la différence entre le client et le chaland? Autrement dit, quelle est la différence entre la clientèle et l'achalandage? Bien, la clientèle, en fait, ce sont tous les deux des personnes, des individus qui viennent s'approvisionner, faire des actes d'achat auprès du commerçant. Sauf que là, il y a une différence entre le client et le chaland. Chaland, ça s'écrit C-H-A-L-A-N-D. C'est pour cette raison qu'on parle d'achalandage ou du verbe achalander. Alors, quelle est la différence entre les deux? Le client est lié au commerçant par un lien de fidélité, d'habitude. C'est-à-dire que de manière répétée, de manière habituelle, il va s'approvisionner auprès de son commerçant préféré. C'est donc un client. Le chaland est un client de passage. C'est un client qui n'a pas l'habitude de s'approvisionner auprès du commerçant. Généralement, c'est un acte de consommation, un acte d'achat qui s'explique par un hasard, un emplacement, une opportunité. Je vous donne un exemple. Alors, je vais à l'aéroport, je vais à l'aéroport de manière occasionnelle pour voyager. Quand je suis à l'aéroport, j'ai envie de prendre un café. Et donc, bien évidemment, ici, je ne vais pas sortir de l'aéroport pour aller chez mon cafetier préféré. Je vais tout simplement aller au niveau donc de l'aéroport où il y a un food court et je vais donc commander un café. Et donc là, est-ce que je suis un client ou un chaland? Bien évidemment, ici, je le fais de manière occasionnelle et donc, je suis un chaland. Alors, le chaland, c'est un client de passage, c'est une opportunité
de consommation qui s'explique généralement par l'emplacement. En général, la clientèle a plus de valeur par rapport à l'achalandage parce qu'une clientèle, on peut bâtir un commerce autour d'une clientèle, bâtir un plan d'investissement. Par contre, le chaland, c'est moins prévisible. Et donc, il y a plus de risques par rapport au commerce qui est exercé par le professionnel. Maintenant, certains commerces et certains commerçants ont plutôt un achalandage plutôt que des clients. Je vous donne l'exemple typique d'un commerçant qui exerce son activité commerciale au sein d'un aéroport ou au sein d'une gare. Donc ici, la plupart des clients sont des clients de passage, donc sont des chalands. Bien. Deuxième information à retenir, c'est que, encore une fois, la clientèle n'est pas un élément banal comme les autres du fonds de commerce. C'est un élément particulier. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois un élément du fonds de commerce, mais également la raison d'être même du fonds de commerce. Je reprends. Alors, si je reviens et j'essaie de faire lentement et de reprendre les idées, c'est parce que j'ai appris que vous aviez quelque peu du mal à suivre les développements. Et donc, je vais essayer à chaque fois de revenir et de simplifier au maximum les idées que je souhaite vous transmettre. Maintenant, il est impossible d'évoluer intellectuellement si vous ne faites pas un effort personnel de lecture, de synthèse, d'analyse et de travail, tout simplement. D'accord ? Donc, mais ceci étant, je ferme la parenthèse et donc je reprends l'idée. La clientèle n'est pas un élément comme les autres, c'est pas un élément banal. Elle est particulière. Pourquoi ? Parce que elle est à la fois un élément parmi les autres, mais également la raison d'être même du fonds de commerce. C'est pour cette raison que l'article 80 exige obligatoirement et indique que la clientèle ainsi que l'achalandage font partie de manière obligatoire du fonds de commerce. Qu'est-ce qu'on veut dire par raison d'être du fonds de commerce ? La clientèle est la raison d'être du fonds de commerce. Pourquoi ? Pourquoi ? La réponse est simple. Si j'exerce mon activité commerciale, je n'ai d'autre objectif que d'avoir des clients, que de constituer, de rallier et de garder une clientèle. Donc, la raison d'être même de mon existence et de la constitution du fonds de commerce, c'est la clientèle. Et c'est ce qui fait justement, d'accord, que la clientèle est à la fois un élément parmi les autres, mais également la raison d'être, donc du fonds de commerce. En réalité, l'ensemble des autres éléments du fonds de commerce ne servent qu'à essayer de constituer et de garder la clientèle. Quand je parle des autres éléments, qu'ils soient corporels ou incorporels. C'est-à-dire, si j'aménage de manière attrayante mon magasin, si je mets de jolis matériaux, de jolies étagères, de jolis éléments, si je mets une jolie musique, si je mets en place des produits qui sont des produits attractifs, si j'utilise une marque, j'exploite une marque particulière, pourquoi je fais tout ça ? Je le fais pour attirer la clientèle. Donc, les aménagements, la marchandise, les brevets d'invention, les marques, d'accord ? L'équipement constituent des éléments du fonds de commerce et qui n'ont d'autre objectif, qui n'ont d'autre raison d'être que de attirer et de constituer donc une clientèle durable. Bien. Alors, maintenant qu'on a compris un petit peu l'importance de la clientèle et sa place par rapport aux autres éléments du fonds de commerce, peut-être rappeler les deux principales caractéristiques de la clientèle. Premièrement, première caractéristique, la clientèle doit être certaine et réelle. Alors, chaque mot a son poids et chaque mot a des conséquences juridiques. Je reprends. Pour exister, pour être constitué, le fonds de commerce a besoin de s'adosser sur une clientèle certaine et réelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une clientèle virtuelle ou potentielle, c'est-à-dire uniquement une possibilité de clientèle, ne suffit pas à former, à constituer le fonds de commerce.
Je vous donne un exemple pour que ces idées soient plus claires. Pour que je puisse être considérée comme ayant constitué un fonds de commerce, et quand je parle ici de constitution de fonds de commerce, je parle de quoi? Je parle de la possibilité qu'a le commerçant de bénéficier de la protection de la loi par rapport au local qu'il exploite. Si je suis considérée comme un commerçant ayant exploité un fonds de commerce, le propriétaire des lieux ne peut pas m'expulser. Donc, qu'est-ce que je jouis? Je bénéficie de quoi? Je bénéficie d'une protection efficace. Il peut le faire, mais de manière très compliquée, et après avoir versé une indemnité d'éviction, c'est-à-dire des dommages et intérêts très importants et très élevés. On va voir comment cette indemnité d'éviction est calculée. Donc, à partir du moment, et c'est ça l'enjeu de ce genre de règles, à partir du moment que j'ai une clientèle, automatiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai constitué un fonds de commerce et ça veut dire donc, par conséquence juridique, que le propriétaire des lieux ne peut plus me faire expulser, ne peut plus m'évincer, ne peut plus m'écarter. Donc, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? À travers la constitution de ma clientèle, je suis arrivée à me protéger en tant que commerçant. Et là, je reviens à la règle que je viens d'énoncer. Pour que le fonds de commerce existe, pour que le commerçant soit protégé contre le risque d'éviction, il ne faut pas uniquement qu'il y ait une clientèle potentielle ou virtuelle, il faut que la clientèle soit certaine et réelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous donne un exemple très concret. J'ai souhaité créer un fonds de commerce relatif à l'exercice, par exemple, d'une activité, on va dire, de coiffure. Très bien. Donc, j'ai loué ce fonds de commerce. Je l'ai loué, je l'ai équipé, j'ai mis en place des comptoirs, des chaises. J'ai acheté donc tout le matériel relatif à la coiffure. J'ai bien évidemment contracté des contrats de financement de mon activité. J'ai recruté des personnes qui vont intervenir dans mon commerce. J'ai acheté toute une série de produits, de shampoings, etc. que je peux utiliser pour ma clientèle, etc. Donc, j'ai préparé mon fonds de commerce et je l'ai aménagé. J'ai engagé des frais et des dépenses qui peuvent être généralement des dépenses qui sont élevées. Mais je n'ai pas encore commencé à exploiter mon fonds de commerce, c'est-à-dire que je n'ai pas encore commencé à exercer mon activité relative à la coiffure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que je n'ai pas eu un premier client ou une première cliente, mon fonds de commerce n'existe pas encore. Pourquoi? Parce que tant que je n'ai pas commencé l'exploitation du fonds de commerce, il ne s'agit pas d'une clientèle certaine et réelle, mais uniquement d'une clientèle virtuelle ou potentielle. Je peux potentiellement avoir et constituer une clientèle. Elle n'est donc pas encore réalisée et constituée. Tant que je n'ai pas fait le premier acte de commerce, c'est-à-dire la première prestation de service au profit d'une cliente ou d'un client, mon fonds de commerce n'existe pas encore. Pourquoi? Parce que l'activité n'a pas encore démarré et donc la clientèle n'est pas encore certaine et réelle. Première conséquence, qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique? Si au cours de la préparation de mon activité de coiffure, le propriétaire, il y a eu un conflit avec le propriétaire par rapport justement aux équipements que j'ai mis en place. Le propriétaire, à ce moment-là, peut m'expulser. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore considérée comme ayant constitué un fonds de commerce et donc je ne peux pas, d'accord, bénéficier du régime protecteur relatif à la loi sur le bail commercial. Bien sûr, je bénéficie de la protection relative au droit commun, c'est-à-dire donc la loi, le DOC et les règles relatives au contrat de bail. Ça, c'est sûr. Mais disons que le régime particulier du droit au bail du bail commercial est beaucoup plus protecteur que le bail selon le droit commun. Donc, je reviens à l'idée principale. Tant que je n'ai pas commencé à exploiter mon fonds de commerce, tant que je n'ai pas encore généré un premier client,
Mon fonds de commerce n'existe pas encore, il n'est pas donc constitué, je ne bénéficie pas du régime protecteur relatif au bail commercial. Deuxième conséquence, la disparition de la clientèle entraîne automatiquement la disparition du fonds de commerce. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'ici, on ne parle pas d'un élément banal comme les autres. On parle de la raison d'être même du fonds de commerce, c'est-à-dire de la clientèle. Alors, quand je parle de clientèle, je parle également d'achalandage, sauf que je ne vais pas reprendre à chaque fois clientèle, achalandage. Clientèle suppose aussi les chalands. D'accord? Je reprends la deuxième conséquence, qui découle donc de cette caractéristique de la clientèle, du fait qu'elle doit être certaine et réelle. La disparition de la clientèle entraîne automatiquement la disparition du fonds de commerce. Donc, ça veut dire que si j'ai arrêté pendant une année d'exercer mon activité commerciale, j'ai fermé les locaux, mais les locaux sont toujours aménagés. Les marchandises et les stocks sont toujours stockés. Alors, le contrat de bail est toujours en cours. Le brevet d'invention que j'ai déposé bénéficie toujours à mon profit. J'ai toujours des marques, j'ai toujours une dénomination sociale, j'ai toujours une enseigne, mais j'ai arrêté d'exploiter le fonds de commerce. J'ai fermé pour une raison ou une autre. Peut-être une maladie longue du commerçant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le fait d'avoir arrêté l'exploitation du fonds de commerce fait disparaître la clientèle, ça veut dire qu'il n'y a plus de clientèle, automatiquement ça fait disparaître le fonds de commerce, même si les autres éléments subsistent. D'accord? Donc ici, le contrat de bail sera régi non pas par référence à la loi sur le bail commercial, mais en référence au DOC, c'est-à-dire au droit commun. Deuxièmement, si je souhaite vendre mon fonds de commerce, dont j'ai arrêté l'exploitation et qui n'existe plus puisqu'il n'a plus de clientèle, cette vente sera régie non pas par les procédures instituées par le Code de commerce, et on va voir par la suite ces procédures, qui sont des procédures extrêmement sévères, extrêmement exigeantes, mais plutôt à travers la vente dans le cadre du droit commun. Vous voyez toutes les conséquences qui découlent de cette caractéristique relative à la nécessité que la clientèle soit une clientèle certaine et réelle et non pas seulement virtuelle ou potentielle. Et je vous rappelle que par rapport justement au fonds de commerce, à la clientèle et au bail commercial, il y a énormément d'affaires et de contentieux qui sont donc générés et donc devant les tribunaux de commerce. Donc c'est un élément important à connaître par rapport justement à l'organisation de l'activité commerciale des commerçants. Troisième conséquence, la vente du fonds de commerce implique nécessairement la vente de la clientèle. Vous allez me dire, mais madame, la clientèle, ce sont des individus. On ne peut pas donc vendre des individus. Je vous dirais oui, évidemment. Lorsqu'on parle de cession de clientèle, et c'est une expression qui existe en droit et qui est utilisée dans les contrats de vente de fonds de commerce, on ne parle pas bien évidemment de cession au sens propre, c'est-à-dire qu'on va venir recenser les clients et les vendre. Non, il ne s'agit pas de ça. Ça veut dire qu'automatiquement, lorsque je vends mon fonds de commerce, je cède nécessairement les éléments qui m'ont permis de constituer et de garder cette clientèle. Je vends la marque, je vends l'emplacement, c'est-à-dire le droit d'exploiter le fonds de commerce, c'est-à-dire le contrat de bail commercial, je vends l'enseigne, je vends la dénomination sociale, je vends éventuellement le brevet d'invention s'il existe, etc. Je vends nécessairement tous les éléments qui sont indispensables pour que cette clientèle continue de s'approvisionner auprès donc du commerçant, une fois qu'il aura du nouveau commerçant qui aura donc acquis le fonds de commerce cédé. Donc c'est important d'intégrer ces trois conséquences par rapport à la nécessité du fait que la clientèle doit être certaine et réelle et non pas uniquement une clientèle possible, une clientèle à venir. D'accord ? Bien. Deuxième conséquence ou deuxième caractéristique avec également des conséquences très importantes. La clientèle doit être personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par clientèle personnelle? Clientèle personnelle, ça veut dire qu'elle est attachée au commerçant lui-même.
Elle est attachée. Si je viens acheter de chez vous, me fournir auprès de votre magasin, je viens chez le commerçant en particulier. Si je fais cet acte d'achat, c'est par rapport à votre emplacement, c'est par rapport à la qualité de vos prestations. C'est pas par rapport à d'autres éléments qui sont externes au fonds de commerce que vous exploitez. Donc la clientèle, elle doit être personnelle. Elle doit être attachée à la personne, au commerçant qui s'en prévaut. Qui s'en prévaut, ça veut dire quoi? Qui réclame la protection, notamment du contrat de bail commercial. Et donc il dit, écoutez, je suis commerçant, cette clientèle m'est personnelle, elle m'est personnellement attachée, et donc je dois pouvoir bénéficier donc du régime protecteur du bail commercial. Cette question simple, qui peut paraître simple, en fait, elle pose des difficultés très importantes, notamment par rapport à l'appartenance de la clientèle, parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir à qui appartient la clientèle. La difficulté va se poser lorsque, par exemple, on est face à un magasin dans un centre commercial. Vous connaissez sans doute le plus grand centre commercial à Rabat, les Bad Center. Est-ce que les clients qui viennent se fournir auprès des magasins dans ce mall, est-ce qu'ils viennent pour le commerçant lui-même, ou est-ce que c'est l'attractivité du mall qui explique que ces clients se rendent auprès de ce mall? Voyez la difficulté. Ah, donc, la même difficulté va se poser par rapport à quelqu'un, un commerçant, qui exploite par exemple une buvette dans un stade. Lorsque vous êtes dans un stade, vous venez pour voir un match. Et donc, si vous faites un acte d'achat auprès de la personne qui tient la buvette, vous êtes là, vous êtes un client personnel ou vous êtes plutôt le client du stade. Même chose, par exemple, dans un aéroport, dans une gare. Vous êtes client de l'aéroport, client du service de la gare et non pas du commerçant lui-même. Qui a dit ça? C'est la jurisprudence, c'est les tribunaux. Les tribunaux qui ont été confrontés et qui sont toujours confrontés à plusieurs demandes de commerçants dans le cadre donc de centres commerciaux, dans des aéroports, dans des foires, dans des gares et qui souhaitent donc bénéficier du régime protecteur du bail commercial à plusieurs reprises. La jurisprudence a eu à refuser la reconnaissance de l'existence du fonds de commerce. Pourquoi? Elle est partie de quel justificatif? Elle est partie du fait qu'elle a réalisé, qu'elle a considéré en fait que la clientèle n'est pas une clientèle personnelle. Par conséquent, le fonds de commerce n'existe pas et par voie de conséquence, d'accord, par déduction, le commerçant ne peut pas bénéficier des dispositions relatives au bail commercial. D'accord? Et ça, c'est une position constante des juges, réitérée des tribunaux. Bien évidemment, quand les tribunaux prennent une décision, ils doivent la justifier. Ici, la justification se tient parfaitement d'un point de vue juridique, parce que pour que le fonds de commerce existe, il faut que le commerçant jouisse d'une clientèle personnelle, une clientèle autonome. Si ce n'est pas le cas, le fonds de commerce n'existe pas. D'accord? Donc, c'est la solution qu'on continue d'appliquer, notamment pour les commerçants qui exploitent des fonds de commerce au sein des malls commerciaux. Pourquoi? Parce qu'on considère en fait que l'attractivité du mall, l'attractivité du stade, l'attractivité de la gare est beaucoup plus importante que l'attractivité du commerçant lui-même. Elle dépasse l'attractivité du commerçant lui-même. C'est pour cette raison qu'on considère que la clientèle ne lui est pas personnelle, elle est générale, elle est plutôt attachée au mall, qui a donc une attractivité plus grande que celle attachée uniquement aux commerçants. Alors, maintenant qu'on a vu cette clientèle, comme je vous le dis, c'est l'élément le plus important du fonds de commerce. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de passer en revue, de recenser les éléments qui constituent le fonds de commerce. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu la séance dernière, le fonds de commerce est défini comme un ensemble, comme une universalité, comme une union, composée d'une pluralité d'éléments. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir un par un les principaux éléments corporels et incorporels qui forment cette universalité, qui sont donc dans ce grand sac appelé fonds de commerce. On a commencé encore une fois, je vous le rappelle, par envisager les éléments incorporels.
Donc, on a vu la clientèle et l'achalandage et on a pu observer ensemble combien cet élément était essentiel pour constituer le fonds de commerce et pour permettre aux commerçants d'accéder, de bénéficier au régime juridique protecteur du bail commercial. On va passer au deuxième élément, toujours incorporel, qui constitue le fonds de commerce, qui est donc le nom commercial. Qu'est-ce que le nom commercial? Le nom commercial, c'est l'équivalent de la raison sociale pour les sociétés commerciales. Vous le savez, chaque société a un nom. D'accord? Ce nom permet de l'identifier. Vous savez, la société Maroc Télécom, son nom commercial, ça constitue une dénomination sociale qui permet d'identifier la société Maroc Télécom. Le commerçant doit également pouvoir se faire identifier par un nom qu'il va enregistrer, comme on l'a vu, auprès donc du registre du commerce après, c'est important de le rappeler, après avoir obtenu donc l'attestation de disponibilité de ce nom, à savoir le certificat négatif, auprès de l'OMPIC, comme on l'a vu, et je ne fais ici que revenir à des choses qu'on a pu auparavant voir ensemble. Bien, le nom commercial, ça peut être un nom patronymique, comme ça peut être un nom fantaisiste. Qu'est-ce qu'on veut dire par nom patronymique? Le patronyme, c'est le nom que chacun de nous, dont jouit chacun de nous. C'est le patronyme tel qu'il est donc enregistré sur les registres de l'état civil. Donc, je peux exercer une activité commerciale en utilisant mon nom. D'accord? Ça va être un nom commercial de nature patronymique. Comme ça peut être un nom fantaisiste. Qu'est-ce qu'on veut dire un nom fantaisiste? C'est un nom que j'ai imaginé, qui est issu de ma fantaisie, de mon libre choix. Donc, je ne suis pas obligée d'utiliser mon nom patronymique pour exercer l'activité commerciale. Je peux demain m'inscrire en tant que commerçant en choisissant un nom, par exemple, Claridge. C'est un nom tout à fait fantaisiste. D'accord? Alors, le nom commercial, bien évidemment, c'est un élément incorporel. Il est important, pourquoi? Parce qu'il permet d'attirer et de fidéliser la clientèle. Déjà, la clientèle, elle peut m'identifier à travers mon nom. C'est pour cette raison d'ailleurs que le nom commercial est protégé par la loi 97 sur la propriété industrielle. Le nom commercial ne doit pas être imité, il ne doit pas être usurpé. D'accord? Donc, c'est un élément qui est protégé. Pourquoi? Parce que c'est un élément, d'abord, qui permet aux commerçants d'être identifiés par les clients, par ses clients. Il permet également d'attirer et de fidéliser la clientèle. Donc, le nom commercial est protégé. Alors, peut-être une question que vous allez pouvoir vous poser quand il s'agira plus particulièrement d'un nom commercial qui est un nom patronymique. Que se passera-t-il? Par exemple, je vous donne un exemple concret d'ailleurs que vous connaissez certainement. C'est le traiteur Ben Saïd. Alors, le traiteur Ben Saïd est installé à Rabat. Alors, le traiteur Ben Saïd utilise son nom personnel, patronymique, pour exercer une activité commerciale, qui est l'activité de traiteur. Si demain, il souhaite vendre son affaire à un autre commerçant, il est obligé de vendre également le nom commercial. C'est une obligation parce que ça permet d'attirer la clientèle, de la garder. À moins, et ça rentre dans le cadre de la liberté contractuelle des parties, à moins que suite à une négociation avec l'acquéreur, il a refusé, il a dit, écoute, moi je vous fais un prix, mais je ne veux pas vendre mon nom, céder mon nom avec mon fonds de commerce. Donc, je vous cède tout à part mon nom que je souhaite garder. C'est possible, tout est question de négociation. Mais généralement, le nom commercial est cédé dans le cadre de la cession du fonds de commerce. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le nom commercial qui va se détacher, qui va se détacher du nom patronymique. D'accord? Qui va se détacher du nom patronymique et qui va devenir un attribut, donc un élément du fonds de commerce, comme peuvent l'être d'autres éléments tout à fait corporels. Donc, c'est important à considérer donc cette observation, c'est que si j'utilise mon nom patronymique, celui qui est inscrit sur les registres de l'état civil, lorsque je devrais céder mon fonds de commerce, il est probable
que l'acquéreur exige également qu'il puisse utiliser le nom commercial, puisque c'est grâce à son nom commercial que j'ai pu constituer et conserver et séduire la clientèle. Vous allez me dire, vous avez des familles entières qui portent le même nom. Parmi toutes ces personnes qui ont le même nom, quelle est la personne qui a le droit de l'utiliser en tant que nom commercial? Je fais référence encore au même exemple, la famille Ben Saïd par exemple. Vous avez le traiteur Ben Saïd qui a le droit d'utiliser le nom patronymique de la famille Ben Saïd pour exercer une activité commerciale de traiteur. Alors, la loi, c'est l'article 80 qui le précise, la loi permet de résoudre ce problème en nous disant que le droit d'utiliser à des fins commerciales un nom patronymique appartient à la personne qui va en premier lieu enregistrer ce nom au niveau du registre du commerce et le publier dans un journal d'annonce légale. Et là, on revient à l'importance de la publicité légale. Ici, le fait d'avoir publié cette information sur le registre du commerce va me donner la primauté, la primeur par rapport aux autres personnes de ma famille. C'est-à-dire qu'en publiant le nom avant les autres, je vais m'arroger le droit exclusif d'exploiter ce nom commercial pour exercer l'activité commerciale donc de mon choix. En sachant que les autres pourront également utiliser ce nom, mais pas pour exercer la même activité commerciale. Donc ils peuvent, bien évidemment, je porte le nom de Ben Saïd, je peux exercer, j'ai été le premier à l'enregistrer auprès du registre du commerce, je vais pouvoir l'utiliser. Mais si une autre personne de ma famille souhaite exercer une activité, je ne sais pas moi, de mécanique ou de vente de matériaux mécaniques, elle peut très bien utiliser le nom commercial, le nom patronymique de Ben Saïd en tant que nom commercial. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ici de risque de confusion entre les deux. Même s'ils utilisent le même nom, ils n'exercent pas la même activité. Donc il n'y a pas de risque de confusion. Par contre, une autre personne de ma famille, puisque j'ai été la première à enregistrer ce nom au niveau du registre du commerce et à le publier sur un journal d'annonce légale, une autre personne de ma famille ne peut pas utiliser son nom patronymique pour exercer la même activité que celle que je prétends exercer. D'accord? Encore faut-il, et on revient à la clientèle, que j'ai déjà initié cette activité. Que cette activité, j'ai déjà commencé à l'exercer et donc j'ai déjà constitué une clientèle. Donc il s'agit d'une clientèle certaine et réelle et non pas uniquement d'une clientèle potentielle ou virtuelle. Alors, souvent on fait une confusion entre nom commercial et enseigne. Alors quelle est la différence entre le nom commercial et l'enseigne? Alors le nom commercial sert à identifier le commerçant en tant que personne. C'est le nom qui est inscrit au niveau du registre du commerce comme le nom identifiant le commerçant. D'accord? L'enseigne permet d'identifier non pas le commerçant en tant qu'individu, mais d'identifier le lieu où exercer l'activité commerciale. La boutique, le local commercial, le fonds de commerce. D'accord? Donc ici, il y a une différence en termes d'application ou de champ d'application. Le nom commercial concerne l'identification du commerçant, alors que l'enseigne sert à identifier plus particulièrement le fonds commercial, c'est-à-dire le lieu géographique où est exercée l'activité commerciale. Alors l'enseigne, vous le savez, ça peut être un nom, mais ça peut être aussi un signe, ça peut être un emblème, ça peut être une figure géométrique. Donc ça peut être tout, encore une fois, tout choix, le choix de la fantaisie et de l'imagination du commerçant qui choisit, bien évidemment, après avoir obtenu une autorisation, c'est-à-dire une attestation de disponibilité avec donc ce fameux certificat négatif. Là encore, l'enseigne, elle est cédée avec le fonds de commerce, puisque, encore une fois, elle permet de constituer et donc de garder la clientèle. Elle est également l'enseigne du fait que l'enseigne peut être importante justement comme élément incorporel, elle a de la valeur parce que c'est grâce à cette enseigne que je peux attirer la clientèle, elle est donc également protégée par la loi 1797. Elle est protégée contre les imitations, contre les usurpations. Une fois qu'elle est enregistrée, qu'elle a été publiée, on ne peut pas, donc, un autre commerçant ne peut pas utiliser la même enseigne pour exercer la même activité dans le même lieu géographique, c'est-à-dire à l'intérieur d'une même ville.
D'accord? Alors, au-delà de ces éléments, encore une fois, des éléments qui constituent un ensemble qui est l'ensemble relatif au fonds de commerce et des éléments qui partagent entre eux un élément commun, à savoir le fait qu'ils sont tous des éléments incorporels. Maintenant, on arrive au droit de la propriété intellectuelle. Alors souvent, les droits de propriété intellectuelle constituent l'élément le plus important qui a le plus de valeur dans le cadre du fonds de commerce. Pourquoi? Parce que ça me permet véritablement de me distinguer par rapport à mes concurrents. Alors quand je parle d'éléments de propriété intellectuelle, je parle par exemple de brevets d'invention, je parle de modèles, je parle de dessins, je parle de marques, etc. Des marques qui sont bien évidemment déposées. D'accord? En réalité, ces éléments constituent peut-être l'élément le plus important qui a le plus de valeur financière dans le cadre du fonds de commerce. Parce que si j'arrive à me distinguer par rapport à mes concurrents, c'est parce que je vends des produits qui sont des produits exclusifs, des produits concurrentiels, des produits innovants. Je le fais grâce à quoi? Grâce à la marque, au modèle, au dessin, au brevet d'invention que j'exploite. Donc l'ensemble de ces éléments rentrent dans le cadre de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. Ils sont également protégés par la loi 97, mais à condition qu'ils aient fait encore là aussi l'objet d'une procédure de publicité. Publicité auprès de quoi? Auprès du registre national des brevets. L'ensemble des brevets, également des marques, des dessins et des modèles, sont inscrits auprès de l'Office marocain de la propriété intellectuelle et commerciale, industrielle et commerciale, l'OMPIC, auprès donc du registre national des brevets. Donc, pour bénéficier de la protection, il faut qu'on ait procédé à l'inscription auprès donc de ce registre du registre national donc des brevets. Bien, toujours dans le cadre des éléments incorporels, encore une fois, ce sont les éléments qui ont le plus de valeur dans le cadre du fonds de commerce. On va en arriver donc à examiner ensemble un élément peut-être parmi les plus importants, le bail commercial. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par bail commercial? Le droit au bail, c'est le droit d'exploiter un local à des fins commerciales. Alors, le droit d'exploiter un fonds de commerce, bien évidemment, il y a des commerçants qui sont propriétaires des lieux où ils exercent leur activité, mais c'est rare. Pourquoi c'est rare? Parce que généralement les commerçants ne veulent pas mobiliser leur trésorerie pour acquérir un local. Ils préfèrent garder de la trésorerie plutôt pour faire des affaires, pour s'équiper, pour constituer un stock. Ils préfèrent donc contracter, baisser, réduire les frais au lieu d'acheter donc peut-être un magasin à des millions de dirhams, ils préfèrent le louer. Et comme ça, ils permettent un petit peu de baisser leurs frais d'installation. Donc la plupart des commerçants sont plutôt dans le cadre d'un bail plutôt que dans un acte d'achat et d'acquisition, donc d'une propriété immobilière pour exercer une activité commerciale. Ça existe, mais c'est beaucoup plus rare que le bail commercial. Le bail commercial est important, il est même essentiel. Pourquoi? Parce que généralement, une des raisons qui permettent aux commerçants d'attirer la clientèle, c'est probablement son emplacement. Si je souhaite aller chez ce commerçant, c'est parce que je sais par exemple que l'accès est facilité, il est même sécurisé. Donc, je suis encouragée à partir chez ce commerçant. Si je m'approvisionne chez l'épicier du coin, c'est parce qu'il est à côté de chez moi. C'est une question de proximité. Donc ici, je suis client parce qu'il y a un emplacement particulier. Si demain il déménage, il est probable que je ne le suive pas, à moins qu'il me propose un service qui est un service exclusif. Donc, généralement, l'emplacement constitue un élément central pour constituer la clientèle. C'est pour cette raison que la loi édicte une protection particulière qui porte justement sur le droit au bail. Pourquoi? Parce que si demain le commerçant perd son contrat de bail, ça va complètement détruire son activité. Il risque véritablement de perdre définitivement ses clients. Il était important donc d'édicter justement une protection qui soit une protection pertinente par rapport à l'importance de ce bail commercial. Alors, le bail commercial a été longtemps régi par le Daïr du 24 mai 1955, d'accord, qui mettait en place un cadre, mais qui a donné lieu à beaucoup de contentieux, à beaucoup de contestations, notamment parce qu'il n'était pas suffisamment clair et qu'il ne protégeait pas suffisamment bien et le bailleur et le propriétaire. Donc,
On a attendu longtemps avant la promulgation d'une nouvelle loi sur le bail commercial. C'est la loi du 18 juillet 2016, la loi 49-16, relative aux baux à usage commerciaux. Donc c'est une loi très importante. Je vous demanderai d'ailleurs de l'imprimer. Elle est disponible sur Internet, de la lire et de noter les éléments les plus importants par rapport à ce bail commercial. Alors, bien évidemment, à côté du bail commercial, il y a le bail selon le droit commun. Bail en référence donc des baux à usage d'habitation. Le bail commercial a un régime différent par rapport aux baux à usage d'habitation. Le commerçant a un statut particulier qui lui permet de le protéger en tant que locataire commercial. On va voir peut-être les nouveautés les plus importantes de la loi 49-16. On va les voir de manière, j'allais dire, organisée, en commençant par le plus simple, avant d'arriver peut-être au plus important, c'est-à-dire l'indemnité d'éviction et le droit au renouvellement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on constate? La loi 49-16, parmi les apports qui ont été considérés comme tout à fait appréciables par rapport à cette loi 49-16, c'est l'exigence d'un écrit. L'exigence d'un écrit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je souhaite louer un local pour exercer une activité commerciale, je dois absolument passer par un contrat écrit. D'accord? Auparavant, il était possible de conclure un bail commercial oralement. Aujourd'hui, ce contrat doit être rédigé par écrit, il doit être nécessairement enregistré. C'est ce qui lui donne d'ailleurs date certaine, parce que la loi parle justement de la nécessité d'un contrat écrit ayant date certaine. Date certaine, on va avoir cette date certaine par rapport à l'enregistrement, la formalité de l'enregistrement auprès des services de l'administration fiscale, d'accord? Plus encore, le contrat de bail commercial doit nécessairement contenir un état descriptif des lieux. Je souhaite louer un local, il faut conclure un contrat écrit, il faut que dans ce contrat, on puisse, le propriétaire puisse décrire, mettre en place un état descriptif détaillé des éléments qui composent donc ce local commercial. C'est pour mettre fin aux éventuels contentieux, aux éventuelles réclamations. Le propriétaire estime qu'il n'a pas donné, par exemple, en location le hangar, il a donné uniquement, par exemple, le local, et donc la réserve n'a pas été donnée en location, alors que pour le bailleur, le contrat de bail couvre autant le local de vente que le local de stockage. Donc il peut y avoir des différences ici, des contentieux dans la compréhension de ce que couvre le contrat de bail. En exigeant un contrat écrit, que ce contrat puisse contenir un état descriptif précis des lieux loués, qu'est-ce qu'on fait? On baisse donc la possibilité qu'il y ait du contentieux par rapport au moins à ce que recouvre le contrat de bail. D'accord? Deuxième nouveauté, et là je ne vous parle que des nouveautés de la loi 49-16 par rapport à l'ancien Daïr de 1955 sur donc, le bail commercial. Deuxième chose que cette loi a organisée de manière plus efficace, c'est le droit au renouvellement. Renouvellement de quoi? Du bail. Le locataire bénéficie du droit de renouvellement du bail, c'est-à-dire qu'une fois que je suis installée, vous êtes obligé en tant que propriétaire de me renouveler le bail, bien évidemment, si je respecte les conditions du contrat. Alors, la principale obligation en tant que locataire, c'est de payer le loyer à temps, à l'arrivée donc de l'échéance. Généralement, la fin du mois ou les premiers du mois. Donc, tant que je respecte mes obligations, tant que j'utilise les locaux de manière conforme à leur destination première, au contrat de bail, le propriétaire peut très difficilement obtenir mon éviction. Donc, j'ai le droit de demander et d'obtenir le renouvellement donc, du bail. Ça me permet de, justement, sécuriser la réalisation de mon activité. À quel moment ce droit de renouvellement prend naissance? C'est pas dès que je commence l'exploitation de mon fonds de commerce. C'est 2 ans après avoir commencé l'exploitation de mon fonds de commerce. Alors, je m'excuse. Un appel urgent et je suis à vous. Je suis désolée. Je devais répondre au téléphone. Donc, qu'est-ce que je disais? Je parlais du droit de renouvellement. Ce droit de renouvellement prend naissance à compter de 2 ans à compter
du début de l'exploitation, donc 2 ans consécutifs, 2 années consécutives. Après 2 ans d'exploitation consécutive du fonds de commerce, j'ai en tant que commerçant le droit au renouvellement automatique de mon bail. Autrement dit, le propriétaire aura beaucoup de difficultés à m'évincer et à m'écarter. C'est ce que j'ai appelé donc de situation de concurrence entre quoi et quoi? Entre le droit de propriétaire du propriétaire immobilier, le propriétaire des murs, et le droit donc du bailleur, c'est-à-dire du propriétaire uniquement d'un fonds de commerce. Donc il y a une concurrence. Rappelons que l'ancien Daïr de 1955 fixait cette période à 4 ans. D'accord? À 4 ans, à compter de l'exploitation du bail, si le bail était uniquement verbal. Donc ici, qu'est-ce qu'elle a fait le législateur? Il a augmenté, il a renforcé la protection du bailleur, c'est-à-dire du commerçant. Puisque avant c'était 4 ans, aujourd'hui c'est uniquement 2 ans. La loi 49-16 a été encore plus loin, parce qu'elle a institué une pratique largement répandue dans l'environnement des affaires au Maroc, qui est la pratique du pas de porte ou droit d'entrée. Pas de porte ou droit d'entrée, vous savez ce que c'est ce qu'on appelle le fameux serrout. Lorsque vous souhaitez louer notamment un local commercial, souvent on va vous exiger serrout, c'est-à-dire une indemnité donc suffisamment importante qui va un petit peu donner un droit d'accès privilégié au locataire, qui va lui permettre d'avoir ce renouvellement de manière automatique. Avant, cette pratique n'était pas réglementée par la loi, c'était uniquement une pratique entre les opérateurs économiques. Aujourd'hui, la loi 49-16 a institutionnalisé cette pratique, puisque le droit d'entrée ou le pas de porte est automatique, et le droit, si je paye un droit d'entrée ou un pas de porte, j'ai automatiquement le droit au renouvellement au bail, sans attendre les 2 ans, l'écoulement des 2 ans. Donc, si je suis locataire commercial et que j'ai versé un droit d'entrée, c'est-à-dire un pas de porte, j'ai droit au renouvellement automatiquement, sans attendre les 2 ans qui sont prévus par la loi 49-16. Généralement, si le propriétaire souhaite écarter, évincer, expulser le commerçant sous certaines conditions, l'indemnité qui doit lui verser pour le dédommager doit être au moins égale au montant du pas de porte qui a été versé donc au moment de la conclusion du contrat de bail. Donc ça a été institutionnalisé et ça permet justement de protéger le bailleur contre les excès et les abus du propriétaire des murs. Maintenant, on arrive justement à cette fameuse indemnité d'éviction. Qu'est-ce qu'on veut dire par indemnité d'éviction? Vous m'avez évincé, c'est-à-dire vous m'avez privé de l'exploitation de mon fonds de commerce. Pour une raison ou pour une autre. On va voir quelles sont les raisons possibles pour pouvoir écarter le commerçant. Vous devez m'indemniser, c'est-à-dire me dédommager, parce que vous m'avez fait perdre mon emplacement et donc ma clientèle. Et donc, je dois chercher encore un autre local, engager d'autres dépenses, déménager, mettre en place tout un effort pour attirer et constituer à nouveau une autre clientèle. Donc, c'est extrêmement coûteux et c'est extrêmement dommageable pour le commerçant. C'est pour cette raison que sous certaines conditions, le propriétaire des murs peut éventuellement évincer, c'est-à-dire écarter le commerçant qui exploite donc bien évidemment le fonds de commerce, à condition de lui verser une indemnité d'éviction. Alors l'indemnité d'éviction, elle peut être tout à fait conséquente. Pourquoi? Parce que, en fait, elle doit être égale à quoi? Elle doit être égale au préjudice subi par le commerçant. La loi a été très claire puisqu'elle a défini quels sont les éléments qui doivent être pris en considération pour calculer le dommage subi par le commerçant. Comment on sait la perte que va devoir subir le commerçant? Par référence à 4 éléments. Tout d'abord, sur la base des déclarations fiscales des 4 dernières années. D'accord? Donc, pour essayer de comprendre ou en tout cas d'évaluer le dommage que vous avez subi en tant que commerçant, bien évidemment, je ne vais pas me référer uniquement aux réclamations du commerçant, à ses affirmations. Je dois me référer en tant que tribunal
pour calculer l'indemnité d'éviction à des éléments qui sont des éléments factuels, objectifs. Le premier élément factuel objectif que je vais utiliser pour évaluer l'indemnité qui doit être versée par le propriétaire des murs au locataire commercial, ce sont les déclarations fiscales des 4 dernières années. Et là, il y a quand même un point important, un point de vigilance à observer. Vous le savez probablement, dans la pratique des affaires et dans la pratique du commerce, les commerçants au Maroc ont une large habitude de pratiquer ce qu'on appelle la sous-déclaration fiscale. Autrement dit, de frauder l'administration fiscale. De manière encore plus claire, de déclarer un bénéfice et un chiffre d'affaires qui est bien en deçà, qui est diminué par rapport au chiffre d'affaires réel. C'est une manière de frauder le fisc et donc de payer une charge fiscale qui n'est pas la charge fiscale réelle, dont je suis réellement redevable. Donc c'est une pratique qui est très courante auprès des commerçants marocains. Quand le commerçant marocain fait ça, il court un risque parce que si demain le propriétaire du magasin souhaite l'expulser, pour calculer l'indemnité qui va lui être versée, le juge va se référer aux 4 dernières déclarations fiscales, c'est-à-dire les déclarations fiscales relatives aux 4 dernières années. Si vous réalisez un bénéfice de 10 millions de dirhams par rapport à votre magasin et que vous ne déclarez que 500 000 dirhams, évidemment ici, le juge il va se référer à quoi? Il va se référer aux 500 000 dirhams que vous avez déclarés. Donc l'indemnité d'éviction qui va vous être versée va être bien faible et bien inférieure aux dommages réels que vous encaissez, que vous supportez. Donc là, en tant que juriste, futur juriste, vous devez être conscient de ce risque et donc à chaque fois que vous entretenez avec des personnes de votre entourage, les sensibiliser justement par rapport au risque de sous-déclaration fiscale s'ils exploitent un fonds de commerce et s'ils exercent une activité commerciale. Deuxième élément qui doit être pris en considération par le juge pour calculer l'indemnité d'éviction. Les dépenses qui ont été engagées pour les améliorations du fonds de commerce. Et là, on revient à l'état descriptif, à l'importance de cet état descriptif qui doit être établi dès la signature du contrat de bail. Au moment où on établit ce contrat de bail, le contrat de bail doit nécessairement contenir un état descriptif précis des lieux. Comment je vais, en tant que juge, apprécier les aménagements qui ont été opérés et réalisés par le commerçant? Je veux me référer à l'état des lieux tels qu'ils ont été loués par le commerçant. Donc, j'ai loué un local vide. Par conséquent, tous les aménagements que j'ai réalisés sont des aménagements que j'ai effectués moi-même sur mes propres dépenses. Et donc, nécessairement, ces dépenses doivent m'être restituées dans le cadre d'une indemnité d'éviction. Donc, on revient à l'importance d'établir un état descriptif des lieux loués. Troisième élément qui va être pris en considération par le juge pour calculer l'indemnité d'éviction. Les frais de déménagement. Les frais de déménagement, bien évidemment, si je dois déménager, si je dois transporter l'ensemble des éléments relatifs au fonds de commerce, j'ai des frais de déménagement. Ces frais de déménagement, ça peut être plutôt simple à prouver, doivent également être appréciés par le juge et donc servir à calculer l'indemnité d'éviction. Alors, le bailleur qui souhaite mettre un terme au contrat de bail, c'est-à-dire le propriétaire des lieux, qui souhaite arrêter le contrat de bail, doit mettre en demeure le commerçant. Je ne viens pas du jour au lendemain, je lui dis écoutez, je souhaite vous évincer, je vous souhaite avoir accès à mon local. Il faut que je le mette en demeure. Dans cette mise en demeure, je dois préciser les raisons qui me poussent justement à demander l'expulsion du commerçant en question. Cette mise en demeure doit être faite au moins 15 jours avant l'éviction du commerçant, si cette éviction est faite pour non-paiement des loyers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis propriétaire d'un lieu. Je l'ai donné en location à un commerçant qui l'exploite pour exercer une activité commerciale. Ce commerçant ne paye pas ses loyers ou les paye en retard. J'ai le droit de demander son expulsion. Pour ce faire, je dois le mettre en demeure au moins 15 jours avant l'éviction. D'accord?
C'est la même chose si je veux récupérer mon local parce qu'il menace de tomber en ruine. Et donc, je dois absolument procéder à des travaux immobiliers pour sécuriser les lieux. D'accord? Donc là aussi, c'est un délai de 15 jours par rapport à la mise en demeure. Par contre, si je souhaite uniquement récupérer mon local pour exercer moi-même une activité commerciale ou parce que l'un de mes enfants souhaite exercer une activité commerciale dans le local que j'ai loué, à ce moment-là, la mise en demeure doit être faite au moins dans un délai de 3 mois. Donc à compter, bien évidemment, par rapport justement au moment où je souhaite évincer et obtenir de nouveau la propriété de mon local commercial. Donc tout ça pour vous dire en fait que l'un des éléments les plus importants qui poussent les commerçants à souhaiter donc constituer un fonds de commerce et constituer donc une clientèle, c'est parce que justement ça leur permet d'accéder à la protection telle qu'elle est édictée par la loi 49/16 relative au bail commercial. Alors là, je vais vers les autres, une deuxième catégorie d'éléments qui forment le fonds de commerce, à savoir les éléments corporels. Donc jusqu'à présent, on était en train de revoir ensemble les éléments incorporels qui forment le fonds de commerce. Ces éléments incorporels, c'est-à-dire la clientèle et l'achalandage. On a vu que c'était un élément particulier puisqu'elle constitue un élément, mais même en même temps l'objectif même de l'exercice de l'activité commerciale. On avait également qu'il y a d'autres éléments, notamment le droit au bail, et également l'enseigne commerciale, le non commercial et tous les éléments relatifs à la propriété industrielle et commerciale. Donc tous ces éléments forment ce qu'on appelle des éléments incorporels et donc ils font partie donc du fonds de commerce et sont généralement cédés avec lui parce que c'est ce qui permet d'attirer et de garder la clientèle. Maintenant, les éléments corporels. Alors, les éléments corporels sont plus simples. C'est le matériel et l'outillage, notamment. Alors, matériel et outillage, c'est-à-dire tous ces équipements qui servent à l'exploitation du fonds de commerce, qui sont attachés au fonds de commerce, qui servent aux commerçants pour exercer son activité commerciale. L'outillage, les meubles, les équipements, les aménagements, etc. Alors, généralement, et vous pouvez le constater très aisément, ces éléments vont être, donc les éléments corporels, l'outillage et le matériel, vont avoir beaucoup plus de valeur et être beaucoup plus importants dans le cadre des activités industrielles par rapport à des activités de service. D'accord? L'activité industrielle, c'est une activité commerciale. L'activité de service est une activité commerciale. Pour exercer une activité industrielle, j'aurai besoin de machines, j'aurai besoin d'équipements qui peuvent généralement coûter très cher. Si je dois exercer une activité, de prestation de service, je n'ai pas besoin de matériel extrêmement coûteux. J'ai besoin de quelques bureaux, d'une ligne téléphonique, d'une connexion Internet et d'ordinateurs. Donc, bien évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, généralement, le matériel et outillage peut valoir beaucoup dans le cadre des activités industrielles. Alors, généralement, si je souhaite vendre le fonds de commerce, je dois également céder le matériel et outillage. Mais comme il s'agit d'un élément qui n'est pas indispensable à l'exploitation de l'activité, on peut se mettre d'accord pour que ce matériel et outillage soit gardé par donc le commerçant. D'autant plus, et c'est ce qu'on constate également dans la pratique commerciale, notamment dans le secteur industriel, c'est que généralement les commerçants vont acquérir ce matériel et outillage, ces machines, ces équipements, ils vont le faire dans le cadre d'un contrat de leasing. Vous savez ce que c'est que le leasing? Le leasing, c'est le fait qu'au lieu d'acquérir la propriété d'une machine, d'une voiture, je vais uniquement la louer. Et au lieu de payer des mensualités, je vais payer en fait un loyer. Un loyer, c'est le leasing. Donc celui qui reste propriétaire, c'est la société du leasing, généralement les banques. D'accord? Donc ici, c'est un matériel qui ne m'appartient pas, mais qui appartient à celui qui me l'a loué. Donc nécessairement, ici, c'est pas parce que le matériel ne m'appartient pas et que je ne l'exploite que dans le cadre d'un contrat de location que le fonds de commerce n'existe pas. Le fonds de commerce existe. C'est pas la même chose par rapport à la clientèle. Et ça montre un petit peu l'importance de la clientèle par rapport à d'autres éléments moins stratégiques du fonds de commerce. Donc le matériel et outillage peut appartenir au commerçant, il peut l'avoir acheté, comme il peut l'avoir simplement loué. Et c'est très fréquent, notamment lorsque les machines, le matériel et l'équipement coûtent très cher. C'est la même logique que par rapport à l'achat du local. Le commerçant, pour baisser un petit peu ses charges d'installation,
préfèrent louer un local commercial plutôt que de l'acheter. Ils préfèrent également souvent louer les machines plutôt que de les acheter pour baisser les frais de son installation et les frais de l'exploitation, donc de son activité commerciale. Autre élément corporel, et vous les savez certainement, c'est le stock et les marchandises. Alors, la particularité, j'allais dire, économique du stock et des marchandises, c'est qu'elles sont très fréquemment renouvelées, en tout cas lorsqu'il s'agit d'un commerce qui marche bien, qui fonctionne bien. Vous pouvez le constater tous les jours lorsque vous rendez dans les magasins. Le stock est appelé souvent à se renouveler, ce qui n'est pas le cas par exemple pour le matériel et outillage. Le matériel et outillage va être caractérisé par une certaine fixité dans le temps. On ne va pas le renouveler à chaque fois, de temps à autre, pour actualiser le magasin, pour l'adapter aux besoins des clients. Alors que les stocks et les marchandises sont renouvelés de manière très fréquente. Vous avez même des grandes marques internationales et même nationales qui ont fondé leur succès sur un renouvellement hebdomadaire des stocks. Par exemple, je vous donne un exemple, la société Zara, par exemple, qui est leader incontestable dans le domaine de textile, elle a fondé son modèle économique sur le renouvellement hebdomadaire. Chaque semaine, nouvelle collection. Donc ici, il y a un roulement très important des stocks. Ça lui permet justement d'attirer la clientèle et de garder toujours l'appétence des clients et en particulier des clientes. Bien, alors, on a fini par rapport justement aux éléments relatifs au fonds de commerce. Je voudrais à présent peut-être ouvrir la discussion avec vous. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ces éléments qu'on a abordés? La clientèle, le non commercial, le droit au bail, généralement, tous ces éléments qu'on a pu voir ensemble. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, madame, bonjour. Oui, bonjour. Madame, par rapport au renouvellement du contrat de bail, est-ce que c'est nécessaire, c'est une obligation de renouveler cet acte chaque 2 ans ou ça reste facultatif? Non, non, lorsque je parle de renouvellement, je ne parle pas de renouvellement du contrat, c'est-à-dire que chaque 2 ans, on va refaire un autre contrat. Non, c'est pas ça. C'est un droit de renouvellement qui appartient au locataire, c'est-à-dire au commerçant. Et c'est pas chaque 2 ans, c'est à partir de 2 ans, c'est-à-dire que je suis un commerçant, je me suis installée, j'ai commencé à exploiter un fonds de commerce. J'ai le droit, je vais pouvoir exiger du propriétaire de rester sur place. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je dispose de quoi? Je bénéficie de quoi? Je bénéficie d'un droit de renouvellement du bail. Autrement dit, le bailleur ne peut pas m'expulser. Ne peut pas m'expulser à moins d'avoir des motifs sérieux et de me verser une indemnité d'éviction comme on vient de le voir. D'accord? Donc, je reprends. Le droit de renouvellement, c'est pas la nécessité de réécrire le contrat de bail au bout de 2 ans. Non. C'est un droit qui est reconnu par la loi pour protéger le commerçant et pour forcer le propriétaire des murs à laisser aux commerçants le libre accès au local et la libre exploitation du local pour exercer son activité commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai commencé à exploiter un fonds de commerce. Et donc, j'ai conclu avec le propriétaire un contrat de bail. Ce contrat de bail, je n'ai pas versé de droit d'entrée, c'est-à-dire de pas de porte. Parce que si je verse un droit de porte, j'ai de manière instantanée le droit de renouveler le loyer. Donc, le propriétaire ne peut pas m'évincer si j'ai versé un droit d'entrée. Mais je n'ai pas versé de droit d'entrée. J'ai uniquement conclu un contrat de bail avec vous, en tant que propriétaire. J'ai commencé à exploiter le fonds de commerce. Au bout de 2 ans, le propriétaire ne peut plus m'évincer. Pourquoi? Parce que j'ai le droit au renouvellement automatique du droit au bail 2 ans, après 2 ans consécutifs d'exploitation du local commercial. D'accord? Oui, madame, merci. D'autres questions? Je suis à votre écoute. Alors, peut-être un élément important dont on n'a pas parlé, c'est que le loyer est soumis à une révision, comme le loyer à usage d'habitation.
Les baux à usage d'habitation sont également soumis à des révisions. Alors, sous réserve des dispositions du DAER de 1920, vous le savez, le montant du loyer est librement fixé entre les parties. Donc, le montant du loyer, il est issu d'une négociation entre le propriétaire des murs et le commerçant. Maintenant, quel que soit ce loyer, d'accord, la révision du loyer est faite de manière régulière, c'est-à-dire tous les 3 ans, avec un maximum de 10%. Et généralement, les propriétaires prennent soin d'insérer cette clause dans le cadre du contrat de bail. C'est-à-dire tous les 3 ans, le loyer est automatiquement augmenté. Il est augmenté de combien? De 10% du montant du loyer. J'ai loué à 10 000 dirhams. 10% de 10 000 dirhams, c'est combien? C'est 6 000 dirhams. Donc, au bout de 3 ans, le loyer sera porté à 11 000 dirhams, automatiquement, sans que le propriétaire n'ait à faire une demande judiciaire. Oui, madame, mais ça se fait, je crois, 2 fois. Comment ça, 2 fois? Après les 3 ans. L'ajout de 10%. Ça se fait pas chaque 3 ans. Ça se fait 2 fois, je crois, après le... Non, par référence justement à la loi sur le bail commercial, c'est tous les 3 ans. Tant que le propriétaire, c'est-à-dire le commerçant, exploite le fonds de commerce, au bout de 3 ans, il procède à une réévaluation de 10%. Par référence à la loi 03-07. C'est une réévaluation, c'est comme les baux à usage d'habitation. C'est le même principe qui s'applique. Vous avez d'autres questions à poser? Je vous écoute. Bien, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je vois qu'on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Vous êtes uniquement 41 de connectés. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre cours. Donc, probablement le dernier cours puisqu'on va voir ensemble en fait les contrats qui portent sur le fonds de commerce, en particulier le contrat de vente et le contrat de crédit bail, d'accord? Le contrat également de gérance du fonds de commerce. Et ensuite, on aura également la possibilité de faire des séances de travaux dirigés, donc des séances de travaux dirigés qui porteront sur le droit commercial, sur cette discipline et qui permettront de poser des questions pratiques par rapport aux différents aspects qu'on a pu voir ensemble. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de semaine et puis, Inch'Allah, à la semaine prochaine. Merci, madame. Au revoir.